Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur France 3 Bretagne pour cette deuxième grande soirée consacrée aux élections municipales. Vous le savez, dans moins de 10 jours, vous devrez choisir votre prochain maire. Alors on a réuni aujourd'hui des candidats qui vont pouvoir présenter leur programme, leurs différences. Et ce soir, un coup de projecteur sur deux villes de notre littoral nord, deux villes aux enjeux presque opposés. D'un côté Saint-Brieuc, une ville qui souhaiterait être plus attractive. De l'autre Saint-Malo, une destination aujourd'hui presque victime de son succès. Voilà une soirée que l'on vous propose avec nos deux partenaires, France Bleu Armorique et Ouest France. Et pour ce premier débat de 45 minutes consacré à Saint-Brieuc, j'ai le grand plaisir d'être accompagné ce soir par Joanne Moison, journaliste à France Bleu Armorique, une voix que les auditeurs costarmoricains connaissent bien. Bonsoir Joanne, merci d'être avec nous. Alors Saint-Brieuc, une ville, paraît-il, où l'on ne s'arrête pas, une ville souvent dénigrée. On parle même aujourd'hui de Saint-Brieuc bashing, pourtant un territoire qui possède d'énormes atouts. Justement, Joanne, en quelques chiffres, on va resituer le chef-lieu des Côtes-d'Armor. Oui, Saint-Brieuc, ce sont 44 700 habitants au dernier recensement INSEE, avec une population qui baisse dans la ville, mais qui augmente au niveau de l'agglomération. Le chef-lieu des Côtes-d'Armor est considéré comme la ville moyenne la plus pauvre de Bretagne, taux de pauvreté de 20% et un taux de chômage de 19%. Mais Saint-Brieuc, c'est aussi un potentiel avec 5 700 étudiants, des vallées, la mer et une gare TGV qui met la ville à 2h15 de Paris, 2h10 même le vendredi soir. Enfin, Saint-Brieuc peut compter chaque printemps sur un événement majeur d'envergure nationale, le festival Art Rock. Merci Joanne pour cette présentation. On va tout de suite présenter les candidats présents ce soir pour ce premier débat. Tout d'abord, Richard Roussel, vous êtes un nouveau venu sur la scène politique briochine. Vous êtes soutenu par le MoDem et surtout par le député Bruno Joncourt, ancien maire de Saint-Brieuc, qui est à l'origine de votre liste. Bonsoir. Cécile Guillaume, vous êtes ce soir la représentante de l'Assemblée populaire, liste soutenue par la France Insoumise. En face de vous, Alain Le Foll, un habitué des élections à Saint-Brieuc. Vous êtes le chef de file de la liste soutenue par Lutte ouvrière. Pierre-Yves Lopin, vous êtes le candidat pour le Rassemblement national. Corentin Poilbout, vous êtes conseiller municipal sortant, vous êtes soutenu localement par La République En Marche. Et pour ces élections, vous êtes en binôme avec Marie-Claire Duron, la maire sortante qui a choisi de se consacrer uniquement à l'agglomération. Hervé Guillard, vous avez rassemblé derrière votre nom le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, l'UDB, Génération S, et vous êtes adhérent du mouvement Place Publique qui vous soutient également. Enfin, je précise que deux autres candidats sont également engagés à Saint-Brieuc pour ce scrutin du 15 mars. Noël Pierre, qui conduit la liste Saint-Brieuc écologique, social et solidaire, et Pierre Lot Monaco, candidat du Parti ouvrier indépendant avec la liste pour la reconquête de la démocratie communale. Merci à tous les 6 d'avoir répondu à notre invitation. Avant de vous donner la parole, on va tout de suite écouter ceux qui vont choisir les 15 et 22 mars prochains, les Briochins. Nous sommes allés à leur rencontre cette semaine dans les rues de Saint-Brieuc pour poser finalement une question toute simple. Finalement, qu'est-ce qui va compter dans leur choix final, le programme ou la personnalité du candidat? Voici quelques réactions recueillies dans la rue. Le programme, bien sûr. Mais la personnalité, ça compte aussi. Je pense que ça fait un tout. Je ne pense pas que ce soit tellement le parti qui est en jeu, mais c'est vrai que le personnage, la personnalité du candidat. Mais par rapport à ceux qui se présentent, j'avoue, je les connais pas. Il y a aussi la personnalité des candidats, mais plutôt le programme. Le programme, oui. Parce qu'on a besoin que notre ville change. Ça commence à changer, mais depuis 40 ans qu'on est ici, 45 même, on a senti que le centre-ville est moins attrayant. Quelqu'un qui se penche sur le sort du centre-ville à Saint-Brieuc, et c'est surtout fondamental en ce moment. Je voudrais savoir qu'est-ce qui compte redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc surtout. Ça, je pense que ça importe beaucoup de Briochins aujourd'hui. Voilà, parole de Briochin, l'attractivité du centre-ville. On va bien sûr beaucoup en parler durant ce débat. Tout d'abord, des questions, on va dire, plus politiques. Je commence avec vous, Corentin Poilbout. Aujourd'hui, je me mets à la place des Briochins qui sont plutôt contents du bilan de la majorité sortante. Ils se retrouvent avec deux candidats issus de cette majorité. Est-ce que, finalement, votre candidature ne fait pas un peu querelle de famille? Vous, Richard Roussel, est-ce que, franchement, ça crée une dynamique de rassemblement pour un second tour?
Alors nous, notre candidature, elle s'est inscrite avec Marie-Claire Duron dans la dynamique engagée. Je crois que la personne qui s'est exprimée dans le reportage reconnaît que depuis 2 ans, depuis 3 ans, les choses bougent. Et c'est cette dynamique-là qu'on souhaite amplifier, renforcer, parce que les défis aussi auxquels nous sommes confrontés sont nouveaux, sont inédits, et ils invitent à un nouveau partage de volonté. Mais vous êtes d'accord que cette querelle de famille, je répète le mot, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est une querelle de famille, non ? On ne se situe pas dans cette logique-là. Bruno Joncourt a souhaité vivre une autre aventure. Ça le concerne. Nous, on est dans une approche vis-à-vis des Briochins, à leur proposer, dans une démarche positive, un nouveau projet. Richard Rouxel, finalement, votre candidature, est-ce que ce n'est pas un peu une candidature de représailles par rapport à Corentin Poilbout ? Justement pas, je pense au contraire que c'est une candidature qui s'inscrit comme une véritable alternative, puisque si Bruno Joncourt avait fait le choix de repartir, je le rappelle, avec les 3/4 de l'équipe municipale sortante, on aurait pu valider tout à fait le propos que vous tenez, mais c'est justement un autre choix. Voter, si je devais réécrire ou écrire avec vous votre slogan, est-ce qu'on pourrait dire voter Richard Rouxel, c'est voter Bruno Joncourt ? Non. Voter Richard Rouxel, c'est voter pour le programme construit par l'ensemble de mes colistiers, les contributeurs, évidemment avec le plein soutien de Bruno Joncourt, qui a été un contributeur parmi d'autres. Dans l'esprit de vos 2 listes, vous avez travaillé ensemble pendant 6 ans, vous allez à nouveau travailler ensemble les 6 prochaines années. Est-ce qu'il y aura dialogue au soir du premier tour ? Corentin Poilbout ? Alors, nous, on s'est engagé, on a constitué une équipe qui ressemble aux Briochins et qui fait le choix de rassembler massivement dès le premier tour. Non, mais il y a l'arithmétique, au soir du premier tour, il y a l'arithmétique. Donc qui arrivera en tête, qui discutera ? Est-ce que logiquement, vous êtes des alliés naturels pour un second tour ? Richard Rouxel ? Écoutez, moi, je pense qu'il est prématuré de répondre à cette question. Enfin, le vote et la ville appartient aux Briochins. J'ai un tempérament pour ma part de réconciliateur. Je ne me nourris pas de conflits et j'ai jamais. Réconciliateur aussi, Corentin Poilbout ? Et moi, je n'ai aucune animosité contre personne. Mais la démarche qu'on a engagée, c'est bien une démarche de rassemblement dès le premier tour. Hervé Guiard, vous vous présentez aussi comme un candidat du rassemblement. Parti communiste, Parti socialiste, Europe Écologie, l'UDB, Génération S, Place Publique. Avec un petit grain de poussière quand même, Noël Pierre, candidat dissident qui se fait le porte-parole d'une certaine idée de l'écologie. Vous êtes aussi dans une dynamique de rassemblement au second tour ? Oui, tout à fait. Qui plus est, Noël Pierre a travaillé avec nous dans l'élaboration et la rédaction du projet. Donc il l'a même dit, je crois, dans la presse, s'il avait été là, il le dirait, c'est que pour lui, c'est le rassemblement à gauche qui comptera au second tour. Je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité. Il y a, je pense, à gauche en tout cas, un énorme besoin de démocratie. C'est ce qui fait cette génération de projets différents. Mais je pense que nos projets sont suffisamment forts et proches pour que celui ou celle qui sera là au second tour puisse porter la voix des autres. Pierre-Yves Lopin, de scrutin en scrutin, le Rassemblement national augmente ses scores. Vous êtes conseiller municipal sortant. Est-ce que vous êtes là pour devenir maire de Saint-Brieuc ou vous êtes là pour participer ? Écoutez, ce sont les briochines et les briochins qui décideront. Ce n'est pas à moi de dire, tiens, j'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ça. Vous avez envie de devenir maire, Pierre-Yves Lopin ? Mais si vous voulez, on a toujours de l'ambition dans la vie. Bon, maintenant, on se contentera de ce que donc, les briochines et briochins voteront porteront donc, leur suffrage sur, sur le Rassemblement national, si vous voulez. Voilà, sinon, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, oui. On va terminer notre tour de table, premier tour de table avec Alain Le Foll et Cécile Guillaume. Cécile Guillaume, l'Assemblée populaire propose notamment une gouvernance partagée. Concrètement, ça veut dire quoi au 22 mars si votre liste arrive en tête et si votre liste, la tête de liste est choisie comme maire? Ça va se passer comment? Tous les 3 mois, Saint-Brieuc va changer de maire? Alors, comme vous l'avez remarqué dans la presse et dans les différentes interviews, nous sommes 3 porte-paroles qui ont été élus au cours d'un vote tous candidats en Assemblée populaire. Il faudra bien choisir un maire. La loi indique qu'il y a un maire, mais on peut très bien décider de se répartir les rôles et de prendre des décisions ensemble, malgré tout.
On voudrait casser cette image de verticalité qu'il y a dans la politique actuellement. On voudrait quelque chose de plus horizontal. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est répartir les rôles entre nous, répartir le pouvoir entre nous, mais également apporter du pouvoir aux briochins. Alain Le Foll, vous êtes sur le même état d'esprit. Un pouvoir moins vertical ? Moi, je veux surtout donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, mais qui font tourner toute la société, c'est-à-dire le monde du travail. Bon, j'entends parler de querelles de famille, mais ce n'est pas une querelle de famille qui s'adresse au monde du travail. J'entends parler de rassemblement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que ceux qui sont victimes de la politique des uns et des autres depuis des dizaines d'années, ben justement, ils s'expriment dans cette élection pour dire leurs revendications et dire justement qu'ils en ont plus qu'assez des mesures qui se retournent à chaque fois contre eux, que ce soit au niveau de l'État ou de la municipalité, parce que en fait, la municipalité ne reprend que la politique nationale. On a parlé tout à l'heure du chiffre que vous avez donné du nombre de chômeurs, enfin, le taux de chômage de 19% à Saint-Brieuc. C'est bien le résultat, pas de la politique locale de Saint-Brieuc, mais de la politique nationale. Et ça a des implications évidemment locales. Ben, moi, c'est tous ces gens-là qui sont victimes de la politique des uns et des autres. Ben, je veux être leur porte-parole dans cette élection. Une dernière question, Johan, pour conclure cette première partie sur les questions politiques. Quel maire serez-vous finalement si vous êtes élu maire au deuxième tour, Corentin Poilbout, vous avez levé un peu le voile sur des traits de caractère, peut-être une certaine timidité, une certaine réserve, certains disent arrogant. Comment vous imaginez ? Non, je serais un maire pragmatique. Vous savez, être maire, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de Saint-Brieuc, c'est le plus beau et le plus exigeant des mandats. Et j'en mesure la responsabilité, et c'est aussi à la fois se préoccuper des cas les plus concrets du quotidien et fixer un horizon partagé et porteur d'avenir. Donc je serai ce maire-là, maire pragmatique. En quelques secondes, Hervé Guillard, vous avez dit on fera tout ce qui n'a pas été fait pendant 19 ans. Ça veut dire que vous êtes un candidat de la rupture. Vous serez aussi un maire de la rupture dans le style, dans la façon de gérer la ville ? Sans doute, oui. Oui, parce que je pense que je ne critique pas l'intention, il y en a eu, mais elles n'ont pas été accomplies. Or, notre équipe, nous, est là pour faire des choses qui n'ont pas été faites, mais en collégialité aussi. Mais en tout cas, on sera là pour les mettre en œuvre. Alors, on va parler de vos programmes et de vos dossiers qui vous s'imposeront à vous pour les 6 années à venir. Il y a un thème qui s'impose depuis de nombreux mois, qui fait beaucoup parler les Briochins, c'est l'attractivité de la ville, du centre-ville plus particulièrement. Ça passe aussi par l'image et l'image que renvoie la ville à l'extérieur, mais aussi à ses habitants. Je vous propose d'écouter 3 Briochins, 3 témoignages croisés sur la ville. Un reportage signé Fabrice Leroy et Catherine Bazzi. C'est l'histoire d'une ville traversée par une nationale. Entre Rennes et Brest, encadrée par 2 zones commerciales, un pont qui enjambe les vallées, une vue fugitive sur la mer, Saint-Brieuc est un passage vite avalé, une escale qui ne s'impose pas à l'esprit. Selon la dernière enquête de l'INSEE, la ville continue à perdre des habitants. Briochin de naissance, ingénieur de formation, Yves Hennequin, lui, y est revenu voilà 5 ans. Sous le nom de vélomane, il est devenu coursier à vélo. Avec déjà 70 000 km au compteur, il a sillonné tous les quartiers. Il nous a donné rendez-vous dans le centre, place du Guesclin, où depuis peu Saint-Brieuc s'affiche en toutes lettres, un choix qui s'imposait. Peut-être parce que c'est un lieu qui reprend vie, qui était un carrefour qui avait été un peu déserté et qui aujourd'hui redevient un point de circulation intéressant. Et peut-être aussi parce que ça met en valeur le nom de la ville, qu'on a peut-être du mal un peu à porter. Et avec ce symbole de l'encre et du port d'attache qui, je pense, est assez cher à un certain nombre de Briochins qui, justement, ont fait le choix de rester sur ce territoire ou même de s'y installer. Parce que je connais pas mal de gens qui arrivent de régions extérieures, même de régions parisiennes, et qui ont découvert la région un peu par hasard et puis qui se sont dit pourquoi on ne vient pas s'installer là, parce qu'on va être super bien. Un discours positif que partage Christophe Goffny, architecte et directeur du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Avec en mémoire le dernier classement de l'association des villes et villages où il fait bon vivre, les Briochins y occupent une belle 30e position. Tout est là. Par contre, le mystère, c'est la façon dont il le raconte à l'extérieur. Moi, j'ai l'habitude de dire que la ville de Saint-Brieuc n'a pas un gros ego, contrairement à d'autres villes, Brest, Nantes, qui se la racontent un petit peu. Le Briochin ne se la raconte pas beaucoup à l'extérieur. Et puis, de l'extérieur, Saint-Brieuc est souvent lu et raconté comme une ville entre. Comme si ce qui était important, c'est les métropoles, Brest et Rennes, et puis voilà, nous on est entre. Et ça suffit à nous définir.
Savoir lire entre les lignes, c'est ce qu'a fait Patrice Verdure, créateur du magazine culturel Le Cri de l'Ormeau. Il nous attend dans un restaurant près de la gare. À l'heure de la retraite, il vient de publier un premier roman où Saint-Brieuc est davantage qu'un simple décor. Dans ce texte, au-dessus duquel plane la figure de Louis Guillou, il clame son amour d'une cité où il vit depuis maintenant une vingtaine d'années. Je venais en vacances souvent à Paimpol pendant 20 ans avant de venir m'installer ici. Mais je venais à Paimpol, mais je venais jamais à Saint-Brieuc. Parce que les gens chez qui j'étais à Paimpol, ils ne jugeaient pas que c'était intéressant de me montrer Saint-Brieuc. Les plus mauvais défenseurs de Saint-Brieuc, c'est les briochins de souche. Parce qu'eux, ils n'ont pas choisi d'y habiter, ils sont là de souche. Alors que les meilleurs défenseurs sont des gens comme moi qui sont venus à Saint-Brieuc par hasard ou par une nomination comme ça, et puis qui n'étaient pas obligés, et puis qui ont trouvé que c'était quand même pas mal, et qui ont fait le choix d'y rester. Donc on est meilleurs défenseurs de Saint-Brieuc que les briochins eux-mêmes. Vivons heureux, vivons cachés, ce pourrait être une devise pour Saint-Brieuc. Et pourtant, le soleil brille aussi sous le pont. Voilà, on a planté le décor, on va rentrer dans le détail. Il y a une image qui saute aux yeux quand on arrive à Saint-Brieuc. Ce sont ces rideaux fermés, ce sont ces vitrines vides. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de vacances commerciales aujourd'hui atteint presque un peu plus des 30%. Et beaucoup de logements vacants également et souvent en mauvais état. Alors la solution pour redynamiser ce centre-ville, est-ce qu'il faut, Richard Roussel, un plan Marshall pour redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc? C'est quoi? La solution, c'est quoi? Un plan Marshall, je ne sais pas. Il faudrait disposer de moyens d'investissement extrêmement conséquents, mais je pense qu'on peut imaginer ce que serait cette ville avec un accès dans l'hypercentre partagé, avec des mamans qui poussent une poussette, des personnes âgées qui peuvent être d'ailleurs en difficulté par rapport à leur mobilité, des jeunes, des moins jeunes. C'est-à-dire que pour vous, le centre-ville n'a pas forcément uniquement une vocation commerciale, c'est ça? Exactement. Alors on y vient pourquoi? Il y a un avantage comparatif à venir dans un centre, ce que ne proposera jamais un centre commercial en périphérie. C'est effectivement une offre commerciale, sans doute bien plus diversifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et puis une offre non marchande, on doit venir pour finalement vivre un moment, vivre un instant. Alors pour cela, évidemment, ce qui renvoie peut-être au plan Marshall, c'est qu'il va falloir s'emparer de la question des vacances, tant des logements que des commerces. Hervé Guillard, justement, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez une régie immobilière. Concrètement, vous nous expliquez rapidement ce que c'est? La terminologie de plan Marshall, parce que c'est ça qu'il faut faire. 4000 logements de ville, 38,5% de cellules vacantes. Et on ne s'en sort pas, cette affaire. Or, il y a déjà eu des études, des choses ont été faites et on sait comment résoudre ce problème-là. Il faut être un peu plus dirigide. Oui, il faut récupérer un certain nombre de logements. 165 ont été repérés et on demande aux propriétaires de donner la location-gérance à la ville, c'est ça? En fait, ces propriétaires, ils s'en fichent de leur logement. Ils sont dans leur bilan, c'est équilibré, voire c'est même défiscalisé. Ils n'y touchent pas, basta, ça ne change rien pour eux. Nous, on va se substituer à eux. On ne leur enlève pas leur propriété. On se substitue à eux et nous remettons au goût du jour ces logements. Par contre, on fait aussi des chantiers d'insertion parce que c'est important. On forme des jeunes, ces jeunes vont aller dans ces entreprises qui aujourd'hui manquent de bras. Donc on crée un cercle vertueux, on remet le logement, mais on fait la même chose avec les pas de porte et on redynamise comme ça ainsi la ville. Mais effectivement, je finis juste là-dessus, de l'argent il y en a. De l'argent, il y en a. Des subventions non utilisées par rapport à l'Europe et par rapport à la région, elles attendent à la ville. C'est à nous de les prendre. Alors justement, Corentin Poilbou, qu'est-ce que vous faites de tout cet argent apparemment qui est disponible? Vous parlez du plan Action Cœur de Ville, c'est ça? Et pas que celui-là. Sur le PEM, 2 millions d'euros. Il reste presque 3 millions sur certains projets qui n'ont pas encore été déclenchés par la ville. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent, Corentin Poilbou? Près de 4000 logements vacants à Saint-Brieuc. Et ce n'est pas une régie municipale immobilière qui répondra à la taille de l'enjeu. La ville n'en a pas les capacités financières, n'a pas les capacités humaines, n'a pas les capacités techniques. Ce que je propose, c'est qu'on crée un outil, une société de portage immobilier et foncier, mais avec nos partenaires, que sont l'agglomération, la région, la Banque des Territoires, dont c'est à la fois la mission, mais aussi la vocation et le désir. Et puis au-delà de ça, quand on parle de 4000 logements, cet outil-là viendra porter pour les immeubles les plus stratégiques, les plus complexes et plus lourds, mais il faut aussi accompagner les propriétaires de logements. Et là, on propose une exonération de la taxe foncière sur 5 ans pour les travaux de rénovation pour que ce soit beaucoup plus incitatif et réponde massivement à cette problématique de logement en centre-ville. Alain Le Foll, vous nous avez dit dans une vidéo qu'on a diffusée aujourd'hui sur francebleu.fr que pour attirer du monde dans le centre-ville,
c'était d'abord le problème du pouvoir d'achat qu'il fallait régler. Pour vous, c'est ça la clé? Bien sûr, parce qu'on peut toujours faire tous les plans et faire toutes les régies que l'on veut, mais si les consommateurs n'ont pas les moyens de consommer, ils ne viendront pas au centre-ville. Mais je reviens sur le problème du logement, puisque ça a quand même été le sujet qui vient d'être abordé. Effectivement, moi je suis choqué aujourd'hui d'avoir 4 000 logements vides dans l'agglo de Saint-Brieuc, et aujourd'hui ce ne sont pas les propriétaires qui sont poursuivis. Concrètement, on fait revenir comment les gens? Attendez, je vais terminer quand même mon propos là-dessus. Parce que je constate que c'est les squatteurs qui ont occupé et qui occupent 2 bâtiments aujourd'hui, dont un au moins est tout à fait habitable. Ce sont eux qui sont poursuivis par la justice et non pas les promoteurs immobiliers qui font de la spéculation sur les bâtiments. Alors qu'il existe une loi depuis 1945 qui permettrait la réquisition de ces logements. Donc je pense qu'avant de mettre de l'argent public pour rénover les logements, on pourrait demander l'application de la loi qui permettrait de faire en sorte que ces logements pourraient être donnés à des familles qui sont mal logées. J'ai vu dans les chiffres que vous avez... on va laisser parler Cécile Guillaume aussi, Pierre Lopin. Vous parliez aussi de l'attractivité. L'attractivité, ça passe par le maintien des services publics. Et quand on voit les écoles qui ferment, il y avait 27 écoles en 2014, il y en a 21 aujourd'hui, il y en aura 20 bientôt. Je pense que si on veut sauver non seulement le centre-ville, mais la ville de Saint-Brieuc, il faut donner justement toute capacité à garder les services publics. Pierre-Yves Lopin, vous, pour rendre le centre-ville attractif, ce que vous dites, il faut faciliter la circulation automobile. Il faut faire revenir en fait les voitures dans le centre-ville. C'est ce que vous dites. Exactement. Parce que là on parle de logement naturellement, mais là c'est mettre la charrue devant les bœufs. Si vous n'avez pas de clients à venir à Saint-Brieuc, parce qu'ils ne veulent pas venir, parce que le plan de circulation ne leur plaît pas, il n'y a que des bouchons éternels. Alors, évidemment, ils ne vont pas faire leurs courses en ville. Les magasins, j'entendais tout à l'heure, là, le monsieur, il dit, effectivement, nous avons de tout, mais il manque des clients. Non, vous voulez notamment proposer que la grande artère commerciale de Saint-Brieuc, le rue Saint-Guillaume, soit à nouveau ouverte aux voitures. En semi-piétonne, je précise. J'ai connu cette rue-là en double sens, il y a bien sûr une quarantaine d'années. Eh bien, je peux vous assurer que tous les commerces gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Je voyais Réguière faire la moue là. Vous êtes un peu dubitatif sur cette proposition? C'est indispensable. Si on refuse les voitures, dans la ville de Saint-Brieuc, dites-vous bien une chose, aujourd'hui il y a 229 magasins fermés, dans un an d'ici il y en aura 300. Les gens ne veulent pas venir, le plan de circulation ne leur plaît pas. Réguière. C'est amusant. On a glissé entre les municipales de 2014 et aujourd'hui sur le discours. Souvenez-vous, en 2014, la municipalité, c'était ramener des voitures, les garer, le parking. C'était le sujet des parkings. On est 6 ans après, on n'est plus du tout là-dessus, monsieur Lopin. On est sur l'harmonisation d'une façon de circuler. La voiture, il y en aura encore, mais on essaie de produire autre chose. Cécile Guillaume, comment faire revenir les gens pour consommer, pourquoi pas, ou pour habiter dans le centre-ville? Moi, je trouve que refaire venir les voitures en centre-ville, c'est pas cohérent avec une démarche écologique. Aujourd'hui, on est quand même pour la réduction des automobiles. Donc, commencer par ça, ça me semble pas une bonne idée. Moi, je trouve qu'effectivement, il faut rénover le logement, permettre qu'il coûte moins cher d'habiter dans des logements parce que pour le moment, ils sont très énergivores. Donc, ça coûte très cher aux gens, non seulement de payer le loyer, mais en plus de payer l'énergie pour avoir un logement confortable. Donc, effectivement, il y a une politique de rénovation très importante à effectuer dans les logements du centre-ville qui sont plutôt insalubres. En ce qui concerne les commerces, déjà, je pense que la première chose à faire, ce serait de limiter l'extension de des zones commerciales extérieures. Parce que plus les zones extérieures s'étendent, forcément, plus les commerces... Donc c'est au niveau de l'agglo, ça se décide? Oui, peut-être, mais c'est une démarche globale. Les élus de la municipalité ne vont pas être seulement dans la municipalité, il va y aussi y avoir l'agglomération. Il faut qu'on soit clair sur ces directions-là. On arrête d'étendre les zones extérieures et en faisant revenir les habitants à l'intérieur de la ville, dans les différents centres, on aura aussi des clients et donc des commerces. Alors, on a parlé justement de la circulation, des voitures. On va y venir, Pierre-Yves Lopin. Non, on lance. Vous allez pouvoir vous exprimer sur ce chapitre justement. Pas de ville attractive sans circulation fluide, sans mobilité facilitée. Après de longs mois de travaux, la ville s'est dotée d'un transport en commun en site propre, que les Briochins connaissent bien désormais, c'est Théo, transport d'est en ouest, 8 km de ligne, 21 stations, un objectif je crois de 6500 voyageurs jour. C'est le sujet de conversation de nombreux Briochins parce que là, apparemment la circulation s'est détériorée depuis quelques semaines. Il y a du monde. Tout cela a d'ailleurs inspiré notre dessinateur Loïc Schwartz qui nous envoie sa petite carte postale, son dessin. Et son dessin. Alors vous voyez ce bus vide, ces voitures, ces embouteillages. Est-ce que finalement la solution pour remplir ce bus, qu'on voit sur ce dessin, ce ne serait pas la gratuité
des transports en commun? Cécile Guillaume, par exemple. Absolument. La gratuité des transports en commun permettrait évidemment, ce serait une mesure incitative très très forte pour permettre aux gens de revenir au centre-ville, pour aller y travailler, sans encombrer le centre-ville avec la voiture, sans générer de la pollution. Mais ce serait également une mesure sociale, c'est-à-dire qu'on permettrait à chacun de pouvoir se rendre à un travail. Il y a beaucoup de personnes sans emploi actuellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La gratuité des transports leur permettrait de se déplacer plus facilement. Corentin Poilbout et ensuite Pierre-Yves Lopin. La gratuité, pourquoi pas? La gratuité totale n'existe pas. Ce que l'usager... Ça existe dans 30 villes moyennes, un peu de la dimension Ce de que Saint-Brieuc. l'usager ne paye pas, c'est le contribuable qui le paye. Non, je pense qu'il faut effectivement Ou on augmente le avoir versement de transport des entreprises. Il faut avoir oui, versement de transport des entreprises. Et je crois que les entreprises n'ont pas besoin qu'on augmente davantage le versement de transport. Pour autant, je crois qu'il faut accompagner les évolutions. Il faut que la voiture trouve sa juste place à Saint-Brieuc. C'est la raison pour laquelle je propose la gratuité de 2 heures à Guédic, mais aussi la gratuité de la ligne Théo, puisqu'il faut accompagner ce changement avec des parkings relais aux extrémités. Et quand on parle d'attractivité... Donc vous dites aux Brieuchiens, si vous voulez plus avoir de problème d'embouteillage à Saint-Brieuc, vous garez aux abords de Saint-Brieuc, c'est ça? Le parking de Guédic à proximité immédiate du plateau pitonnier. Qui vient juste de rouvrir d'ailleurs. Qui vient juste de rouvrir. Et aussi la création de parkings relais avec la ligne Théo gratuite dans le cadre d'une expérimentation. Pierre-Yves Lopin. La gratuité, Théo, pourquoi pas pour vous? La gratuité des transports? Théo, pour moi, c'est une erreur historique. Et pourquoi? la ville va payer très très cher cette erreur. Ça va nous coûter 60 millions. Et j'ajouterais que si on fait le transport gratuit, déjà, en recette, nous avons 3 millions. Je veux bien concevoir pour les scolaires et les étudiants qui n'ont strictement aucun revenu, mais sinon, il est hors de question de mettre ça gratuit. Il faut quand même penser aux 36% des foyers briochins qui payent l'intégralité de leurs impôts. Alors je comprendrais ceux qui ne payent pas. Bon, ils veulent le tout, mais ce n'est pas possible. Pourquoi que Saint-Brieuc a valeur aujourd'hui 2163 donc électeurs inscrits en moins par rapport à il y a 6 ans? C'est l'hémorragie et ça continuera dans ce truc-là. Non, c'est une grosse erreur. Très, très, très grosse erreur. Mais Richard Roussel, sur la gratuité des transports, vous rejoignez Corentin Poilbout? Plutôt, mais je crois que c'est... Écoutez, là j'entends une somme d'orientation politique, tout serait politique, tout n'est que question de choix, n'est-ce pas? Sauf qu'à un moment, il faut concilier. Et on ne pourra pas travailler sur la question des logements et de la maîtrise foncière qui est une nécessité absolue, la vacance commerciale, le transport, j'entendais les écoles, enfin, je crois qu'il faut avoir des choix en raison, ce qui n'empêche pas d'être ambitieux. Donc la gratuité, non, une politique tarifaire adaptée aux usages et évidemment aux possibilités financières et contributives des usagers, oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on regarde juste les modes de déplacement aujourd'hui dans l'agglomération briochine. Regardez la part de la voiture, 86%, oui. Les transports en commun, seulement 4,5%. La marche, 5,8%, les deux roues, 3,3%. On change comment les usages aujourd'hui? Moi, je voudrais intervenir là-dessus parce que ce n'est pas par hasard si 86% des gens utilisent leur voiture, parce que la déréglementation des horaires de travail, par exemple, pour les entreprises et surtout pour les salariés, impose pour bien des travailleurs de prendre leur voiture. Et donc, moi j'ai entendu parler de développement de pistes cyclables, je n'ai rien contre. Mais ça vous avez signé le manifeste de l'association Vélo Utile parce que ça ne me qui vous a tous réunis il y a quelques jours pour faire des propositions concrètes justement pour l'aménagement des pistes cyclables. Moi j'ai donné mon avis là-dessus. Je dis que le vélo, je n'ai rien contre les déplacements, ce qu'on appelle les déplacements doux, mais malheureusement les horaires de travail, vous savez quand vous travaillez en 2-8, moi j'ai travaillé en 2-8 pendant 30 ans. Hein. Eh bien, venir à 4h du matin ou à 5h du matin, faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler, c'est pas possible à vélo. Bon, et il y a plein d'exemples comme ça. Donc, je suis pour la gratuité des transports en commun. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens les plus pauvres, eh bien, évidemment, de circuler dans toute l'agglomération. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Alors ensuite, ça a un coût, mais tout a un coût dans la société. Il n'y a rien de gratuit, mais je pense que c'est des choix budgétaires et je pense qu'il faut mettre le maximum d'argent justement pour satisfaire les besoins des plus pauvres dans la société. Merci Alain Le Foll. Merci. Hervé Guillard, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas Saint-Brieuc, il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de pentes. Ça ne facilite pas la pratique du vélo.
Bon, déjà, Les aujourd'hui... scooters, vous êtes à scooter, je crois. Oui, mais les vélos sont déjà électrifiés. Et puis, Saint-Brieuc, pour les gens qui ne la savent pas, c'est pas une grande ville, en fait. Donc, en fait, on a deux situations. Il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur tous les matins et qui repartent tous les soirs, qui embouteillent complètement la ville. Et là, effectivement, il y a des dispositifs qui ne sont pas encore en place. C'est les fameux parkings relais. Mais sinon, vous déplacez à Saint-Brieuc. Mais pour beaucoup, on se déplace à pied. Donc, des solutions très simples, c'est simplement d'avoir un fléchage qui vous dit qu'il vous faut simplement 5 minutes à pied pour aller de tel endroit à tel endroit. Pensez la ville pour les plus démunis, c'est-à-dire les PMR, les personnes âgées et les poussettes, et le plan vélo qu'il faut augmenter. Je finis là-dessus. Pourquoi ça ne marche pas aussi aujourd'hui le vélo? C'est parce qu'il est dangereux. Il n'est absolument pas sécurisé et qu'il faut travailler ce plan vélo-là. Corentin Boilboul, pour conclure là-dessus. Je crois qu'il faut se poser des questions des véritables leviers de l'attractivité. Il ne s'agit pas d'opposer les différents modes de transport, mais par contre, on voit bien que dès qu'on crée de l'animation, dès qu'on laisse la place à l'enfant, dès qu'on laisse la place à la culture, à la place à l'animation, là, on voit que les briochins répondent au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle on propose aussi une expérimentation de la place de Résistance ou de la place Général de Gaulle en piétonnier pour remettre de la nature, Donc des places de parking en moins. Différemment, puisqu'on met aussi 2 heures de gratuite à Guédic. Donc les places de parking de la place Résistance qui est en plein centre-ville, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Brieuc, vous les mettez où ces places-là? C'est une expérimentation. On jugera sur pièce au lendemain, mais lorsqu'on crée l'événement, les briochins répondent présents. Alors justement, vous parlez justement de changement de visage de la ville de Saint-Brieuc. Je voudrais vous montrer une photo triptyque. Trois lieux qui ne sont de moins en moins ou qui ne sont plus fréquentés par les briochins. Regardez, d'abord la vallée de Guédic, un mini Central Park au cœur de Saint-Brieuc, les jardins de la préfecture ouverts 2 fois par an, on va dire, aux briochins, et cette mini Villa Médicis, la Villa Rouanex sur les hauteurs de Saint-Brieuc, 3 lieux que les briochins ne fréquentent pas assez. Alors, il y a propriété du conseil départemental pour 2 d'entre eux, mais comment on fait justement pour réinvestir ces lieux? C'est très simple. Si Saint-Brieuc, donc la ville est ce qu'elle est, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté, d'un côté, on peut dire la ville, deuxièmement, de faire développer l'industrie du tourisme. Vous ne verrez pas de bus à Saint-Brieuc. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien à visiter. Quand je vois ce château de Rouanex, là, combien de fois j'ai proposé qu'on puisse faire un musée sur 2 étages, il y a un restaurant panoramique, mais on ne peut pas y accéder. Je propose que l'on fasse donc un ascenseur à partir du Légué ou au Légué. Donc les bus peuvent se garer et donc faire venir du monde. Voilà. Si nous ne le faisons pas, on n'a pas cherché hein. L'attractivité. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu vous montrer dans Saint-Brieuc, par exemple. Bon, vous avez l'avenue Corneille. Merci Pierre. On ne peut pas tout détailler, désolé, on doit faire parler des autres. Sur ces lieux assez emblématiques de Saint-Brieuc, Richard Rouxel, il faut se les réapproprier, ces jardins, ces villas, Alors moi, je n'ai pas l'impression quand même qu'il soit tombé en désuétude. Le jardin de la préfecture. Non, mais vous, en tant que maire, est-ce que vous allez frapper à la porte d'Anna Cadec, le président du conseil départemental, en lui disant redonner ce lieu aux briochins? Oui, je pense qu'on pourrait d'ailleurs avoir le meilleur des accueils. Mais, qui vous soutient, Alain Cadec d'ailleurs. Voilà, donc ça pourra peut-être faciliter les choses. Je pense que l'enjeu, là, c'est tout à fait celui du plan guide qui a été porté par l'équipe municipale. C'est-à-dire qu'on a une ville aux atouts extraordinaires, des quartiers qui sont autant de cœurs qu'il s'agit de faire battre un peu ensemble. Il faut les animer, ces lieux, il faut clairement les animer. Il faut sans doute rendre possible les cheminements doux parce que dans une ville comme Saint-Brieuc, les balades, qu'elles soient à vélo ou à pied, sont juste des moments délicieux. Et puis, je serais tenté de dire qu'on a la chance d'avoir une liaison envisageable entre l'identité naturelle au sud, de Brésillet jusqu'au Légué, pour aller chercher la mer. Cécile Guillaume, là-dessus ? Sur l'urbanisme à Saint-Brieuc, il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer? Oui, je pense que c'est surtout une question de culture. Et moi, ce qui me dérange un petit peu autour de cette table ce soir, c'est qu'on parle beaucoup de ce que les élus vont faire, mais on ne parle pas tellement de ce que les briochins eux-mêmes peuvent faire. Et nous, ce qu'on aimerait à l'Assemblée populaire, c'est que les briochins puissent être davantage acteurs de ce qui se passe dans la ville, qu'ils puissent vraiment prendre des décisions et participer à ce qui va se passer. Et effectivement, les lieux que vous montrez sont des lieux desquels ils pourraient s'emparer, pas forcément seuls, mais être accompagnés par des structures
plus connus, par exemple la passerelle, et déléguer des personnes pour aller accompagner les gens, pour animer ces lieux-là, pour que vraiment les briochins puissent y passer du temps et puissent se les approprier. En 20 secondes, Hervé Guillard, pour terminer là-dessus, pour conclure. Elle est géniale cette ville. Vous êtes tous passés à côté, tous qui n'y habitaient pas et qui n'y venaient pas. Elle est géniale, ce que vous montrez là, c'est exactement la richesse de cette ville. Et je suis d'accord avec vous, c'est aux citoyens de le faire, c'est pas aux élus de décréter les choses, on doit créer les conditions. Et vous devriez rajouter une plage. Il y a une plage à Saint-Brieuc, on n'y pense pas. La plage du Valais. Aussi. Il y a 2 plages. Alors, pour cette dernière partie de débat, comme pour Vannes et Lorient, mercredi dernier, nous avons choisi de donner la parole à une personnalité de la société civile connue du grand public. C'est notre invité surprise. Alors, cette personnalité, elle connaît bien Saint-Brieuc puisqu'elle y vit depuis une quarantaine d'années. Son regard sur la ville nous intéresse beaucoup car notre invité voyage beaucoup aussi à travers la France. Bonsoir Jean-Claude Kaufmann. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que je vous vexe si je vous dis que vos moustaches sont devenues aussi célèbres que vos travaux sur la sociologie? Non, pas du tout. Alors, vous êtes un des grands spécialistes des petites choses du quotidien, un spécialiste du couple, de la famille. Vos ouvrages ont connu un large succès, même si votre dernier ouvrage, à la fin de la démocratie, est un peu plus sérieux et revient sur la crise des Gilets jaunes. Vous êtes un briochin d'adoption, on va dire, même si vous y habitez depuis une quarantaine d'années. Vous vous plaisez à Saint-Brieuc? Oui, bien sûr. Si j'habite depuis 40 ans, c'est que je m'y plais. Ça a été dit dans les petits reportages. C'est une ville où on se sent bien, où il fait bon vivre. Pour bien y vivre, il faut avoir ses petits coins préférés, ses itinéraires personnels. Et là, il y a de quoi faire. Et vous qui voyagez beaucoup justement à travers la France, vous pouvez faire la comparaison? Est-ce qu'on arrive à placer Saint-Brieuc sur la carte aujourd'hui? Oui, alors je voyage beaucoup. Alors on me demande où est-ce que vous habitez. Alors je dis en Bretagne. Et tout de suite, je vois les yeux qui brillent. Oh, la Bretagne, extraordinaire. Et où en Bretagne? Et je dis à Saint-Brieuc. Ah oui, et là je vois la réflexion, c'est d'abord pour situer, parce qu'on a parlé d'image de la ville, il y a d'abord une absence d'image, quoi. Ça n'existe pas trop dans les mentalités, et ça a été dit aussi, ville entre, je suis obligé de dire, moi aussi, entre Saint-Malo et Brest, on situe vaguement, mais on ne connaît pas tellement. Alors depuis quelques semaines, on va voir quelques images, là il y a des lettres capitale, Saint-Brieuc, placé au cœur de la ville, sur la place du Guesclin, qui a été complètement transformée ces dernières semaines. Voilà, c'est aussi un message un peu envoyé aussi aux Briochins, dire soyez fiers de votre ville. Est-ce que les Briochins sont fiers de leur ville, vous pensez? Alors, il y a une critique, on parle de bashing, Saint-Brieuc bashing. Ça existe dans d'autres villes aussi. C'est assez courant quand même de critiquer sa ville, mais c'est particulièrement fort à Saint-Brieuc. Ça vient de plusieurs choses. Pour qu'on ait une image très forte, pour qu'on aime sa ville, il faut aussi des images qui voyagent, des images matérielles. On parle de Saint-Malo, par exemple. Saint-Malo, c'est sur les cartes postales, on voit la ville avec des images magnifiques quand il y a le départ de la route du Rhum, etc. Saint-Brieuc n'a pas trop l'équivalent, doit donc se battre pour inventer une identité des images, la proposer. Mais pour ça, il faut une espèce d'unanimité. Et pourquoi il y a souvent une critique interne de la ville? C'est quand il y a plusieurs villes dans la même. C'est le cas à Saint-Brieuc? C'est vraiment le cas à Saint-Brieuc. Il y a vraiment, en gros, en simplifiant, il y a 2 villes. Il y a une ville rêvée, parce que c'est une ville qui a un potentiel incroyable. Il y a la mer, déjà, tout le monde veut la mer. Quels sont les atouts de Saint-Brieuc aujourd'hui? Tout le monde, déjà, il y a la situation, la topologie, il y a la mer, il y a cette ville qui est en hauteur et coupée par des vallées vertes sur lesquelles il y a ces ponts magnifiques en briques rouges d'Arel de la Noé, etc. Donc on peut rêver d'une ville extraordinaire, branchée, qui donnerait envie aux Parisiens de venir s'installer à Saint-Brieuc, mais il y a l'autre ville. Et l'autre ville, c'est un peu la ville des Gilets jaunes, c'est la ville de la France oubliée, méprisée, qui souffre et qu'il faut aider. Donc, où est-ce qu'on peut mettre le petit argent disponible? Alors justement, on va rejoindre le pupitre central. Suivez-moi, Jean-Claude. Vous avez la chance d'avoir là 6 candidats en face de vous qui sont potentiellement le prochain maire de Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Par exemple, ils doivent être quoi, plus VRP que gestionnaires, on va dire? Envie de leur dire, il y a les choix politiques, parce qu'il y a des programmes différents. Regardez la crise du coronavirus. Est-ce qu'on met la santé avant tout en avant ou le risque de crise économique qu'il peut y avoir? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Il nous reste 1 minute avant qu'il réponde. Alors, s'il n'y a qu'une minute, je ne parlerai pas de programme. Je me contenterai de ce que je reçois, moi, en tant que citoyen, c'est les professions de foi, quoi. Alors, c'est compliqué d'être maire, d'être candidat,
parce qu'il faut réaliser plusieurs choses en même temps. Il y a la maîtrise des dossiers, on demande que les dossiers soient maîtrisés, d'avoir des exemples concrets dans les programmes, etc. Mais il faut un petit plus. Alors, le petit plus, Corentin Poilbout. Je crois qu'il faut réconcilier surtout Saint-Brieuc avec elle-même. Vous l'avez dit, il y a plusieurs villes, mais Saint-Brieuc, en réalité, c'est un concentré de la Bretagne tout entière. C'est les monts d'Arrée et l'île de Groix à la fois, avec ses vallées, avec cette façade maritime. Et il faut la réconcilier avec son histoire, avec sa topographie et avec sa vocation. En 20 secondes, Hervé Guillard, chacun. La ligne verte, à Saint-Brieuc, il y a une voie ferrée désaffectée qui relie la gare à la mer, qui passe partout et qui fait toute la grammaire de cette ville et son histoire. Le passé ouvrier et l'université. En fait, avec ça, vous remontez par la vallée verte qu'on a vue tout de suite et vous faites arriver, vous faites une nouvelle. Alain Le Foll, juste pour conclure, après il nous restera la dernière séquence. Oui, mais quand même, moi ce qui me sidère un petit peu, vous avez parlé de donner l'espoir. Aujourd'hui, avec le fléau qui est le chômage, donner l'espoir, c'est donner du travail d'abord. Et donc je pense que ça ne dépend pas de la municipalité, mais au moins la municipalité pourrait appuyer toutes les luttes des travailleurs qui essayent de défendre leur emploi et essayent de faire en sorte que l'État, justement, s'attaque à ce fléau qu'est le chômage. La municipalité pourrait prendre position vis-à-vis des travailleurs. Nous arrivons presque au terme de ce débat. On va terminer avec notre dernière séquence. On l'a inauguré la semaine dernière avec Vannes et Lorient. Nous avons demandé aux candidats d'amener un objet qui symbolise pour eux leur attachement à leur ville. On va commencer par Richard Roussel. Alors, vous avez amené un sac avec... J'ai amené un sac. Rapidement, en 20 secondes, voilà, vraiment, Richard Roussel. En 20 secondes. Avec un exemplaire de La Liberté des Côtes d'Armor, qui s'appelait précédemment La Liberté Mettez-vous en face de vous, là. Voilà. Côte du Nord. C'était un quotidien briochin et du pays de Saint-Brieuc, dans lequel je collaborais toutes les semaines, ce qui me permettait de couvrir des événements culturels. J'avais besoin de... Donc, séquence nostalgie. Quand Art Rock était en novembre. Nostalgie, oui. Oui, j'y ai laissé Cécile Guillaume. Voiture. Cécile Guillaume. Moi, je suis venue avec des crayons parce qu'à Saint-Brieuc, j'ai eu des cours de dessin à l'école municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc. Et je trouve que c'est effectivement une ville dans laquelle il y a énormément de potentiel. Alain Le Foll. Moi, je suis venu avec un livre de Louis Guillou, La Maison du Peuple, parce que ça retrace d'abord la construction d'une maison du peuple par les travailleurs eux-mêmes. Et je pense que ça retrace justement aussi l'histoire du mouvement ouvrier au début du XXe siècle. Et je suis justement atterré aujourd'hui de voir que le mouvement socialiste ne correspond plus du tout à ce que défendaient les militants du Parti socialiste de l'époque. Cette voiture. Une voiture. Vous aimez les voitures, vous? Cette voiture qui représente, donc, à mes yeux, deux symboles. La première. Rapidement, Pierre Lopin. C'est donc Lucien Rosengart qui a donc contribué au développement économique de Saint-Brieuc, donc dans la première partie du XXe siècle, jusqu'en 1939. Merci. Ensuite, rapidement, une phrase. Ensuite, cette voiture-là, pour moi, c'est le symbole donc du redynamisme de Saint-Brieuc, parce que si on laisse pas les personnes rentrer dans Saint-Brieuc en voiture... Merci Pierre Lopin. C'est un pull Saint-Brieuc mon amour qui est fait par Elliot Berthier, un jeune artisan qui s'est installé en cœur de ville et qui témoigne de cette jeunesse aussi qui aime sa ville et qui a envie de renouer avec la fierté d'appartenance à notre ville. Hervé Guillard, avec un pavé. Oui, Elliot Berthier qui fait une excellente plateforme internet. Allez, on va à l'essentiel, s'il vous plaît, Hervé Guillard. Parce qu'effectivement, c'est pas un pavé, c'est une brique. Parce que tous les ouvrages d'âge, tous les ponts qui passent au-dessus de la ville de Saint-Brieuc sont faits avec ces pavés-là et avec ces briques-là qui représentent aussi l'histoire ouvrière. Donc Saint-Brieuc, avec ça, on peut faire quelque chose de nouveau. Merci à tous les six. Merci à tous les six d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Claude Kaufmann, pour votre témoignage Saint-Brieuc. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous irons un peu plus à l'est. Nous irons sur la côte d'Emeraude, on parlera de Saint-Malo. D'ici la direction à un autre littoral tout aussi beau, celui de la côte du Goëlo. Vous savez, avec notre fameux combi, on va à la rencontre des Bretons pour recueillir des paroles citoyennes. Et là, on vous propose ce soir une étape à Binic et à Étables-sur-Mer, deux communes qui ont choisi ces derniers mois de se marier. Mais ça ne fait pas que des heureux. Regardez. Le point fort du coin, c'est la tranquillité. C'est le confort de vivre près de la mer. Et puis à la fois pas trop loin non plus des grands axes, après en direction de Saint-Brieuc, de Rennes. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est très vivant, vraiment une qualité de vie très importante. D'abord, on s'en rend compte parce qu'on trouve qu'il y a de plus en plus de monde. Le port typique breton, tel qu'on l'imagine, avec son phare, sa digue, ses petites maisons. C'est le petit Saint-Trope de la Bretagne. Comme j'ai deux jeunes enfants, on s'est dit que c'était un cadre sympa pour les élever.
On peut par exemple à la sortie de l'école, on peut tout de suite aller faire un tour sur la plage le soir. On n'est pas obligé de rentrer à la maison tout de suite, quel que soit le moment de l'année. C'est le bord de mer et la campagne, hein, on a les deux. Et puis bon, malgré tout, Étable, c'est une ville quand même super sympa. Et bon, par contre, il y a un petit schmilblick parce qu'il y a eu un mariage, une fusion avec Binic. Et personne n'a été au courant, ça a été fait en catimini. Et ça, les gens ne l'acceptent pas. Ça a été un mariage forcé, comme on dit. Donc, les Biniquais, il y a beaucoup de Biniquais qui étaient contre. Et les Tagarins, pareil. Hein. Étable, c'était pareil. On voulait garder notre identité biniquaise. J'ai acheté à Étable et pas à Binic. Je resterai sur ma position. Je suis à Étable, pas à Binic. Tous les travaux d'entretien se font surtout sur Binic, puisque maintenant c'est Binic qui commande tout, avec son maire que les Tagarins n'ont même pas élu en fait. Et moi personnellement, non, je ne me suis pas sentie gênée du tout par cette fusion. Il y avait beaucoup de personnes âgées et qui ont besoin d'un nouvel élan. Et voilà, ce serait important que ça puisse se développer pour nos enfants. Ancré au cœur de Binic, le port de Plaisance, bordé de bars et de restaurants, est le poumon touristique de la commune nouvelle. Pour évoquer la fusion encore dans toutes les têtes, j'ai rendez-vous avec un jeune couple de restaurateurs, des origines à Étable et une activité à Binic. Bonjour Laure Joly. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, enchanté. C'est vous qui êtes propriétaire de ce restaurant emblématique de Binic. Vous êtes aux premières loges pour observer la fusion entre les deux communes. Quel type de choses vous pouvez entendre? Ça alimente les conversations pendant les services. Donc oui, après il y a des mécontents, il y a aussi des contents, on a un peu de tout. Ce qu'on va le plus entendre, c'est ah oui, non, mais moi je suis d'Étable, hein, je suis pas de Binic, attention, faut pas se tromper. Des gens peut-être comme nous, on a moins d'antécédents sur Binic-Étable peut-être que d'autres. Donc on va peut-être moins se sentir Tagarin ou Biniquais, alors que pour d'autres personnes peut-être qui ont vécu, on va dire, je sais pas, 40 ans à Binic, la fusion, ils vont nous dire bah, mais vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'Étable, vous n'êtes pas de Binic. Nous on leur dit bah si, on est d'ici, c'est chez nous ici. En termes de dynamique commerciale, il y a davantage de restaurants à Binic. Comment est-ce que vous voyez les dynamiques des deux communes? À Binic, il y a beaucoup plus de dynamisme d'un point de vue de festival. Il y a la fête du folk, la fête de la morue, la fête des pirates pour les enfants. Mais c'est des très grosses fêtes. Hein. C'est vraiment sur 3-4 jours, Binic est noir de monde et les routes sont fermées. Côté Étable, force est de constater qu'il y a moins en moins de commerçants. Donc il y a de moins en moins d'activités aussi. Et du coup, peut-être que d'avoir Binic et Étable en fusion, enfin ensemble, permettra d'avoir un lien entre les deux et peut-être qu'un jour le festival de la morue ça sera sur les deux communes, mais je pense que ça peut être que mieux quoi. Nous partons côté Étable-sur-Mer à la découverte d'une initiative qui s'affranchit des anciennes frontières. Aux 4 coins de la commune nouvelle, difficile de ne pas croiser la route de Mathilde et Élise. Ces deux jeunes adultes en service civique vont à la rencontre des personnes âgées isolées. Clément, 85 ans, attend chaque semaine leur visite avec impatience. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Mathilde et Élise donnent un peu de leur temps à la vingtaine d'habitants auxquels elles rendent visite. Des instants de partage et une source d'énergie pour cet ancien marin. Et vous êtes passionné depuis combien de temps sur l'astronomie? Une quarantaine d'années environ. Ah oui. Vous n'étiez pas né. Ah non. Cette volonté d'évoluer, d'aller de l'avant. C'est intéressant, mais voilà. Ils sont pas là, tête baissée, hein. Non, ils marchent. Et nous, on sent que ça se tasse. Ça se tasse. Combattre l'isolement par la transmission. C'est l'objectif de ce dispositif mis en place par le Centre d'action sociale depuis 3 ans. Une expérience précieuse pour Mathilde avant de devenir éducatrice. Rendre visite aux personnes âgées, c'est hyper intéressant déjà, puisqu'ils ont un vécu qui est quand même assez exceptionnel. Et puis aider les gens et apporter de l'amour, c'est hyper intéressant. Les deux jeunes femmes vont apporter leur joie de vivre aux personnes âgées de Binic